En octobre 2025, au cœur d'un Sahel que beaucoup considéraient encore dépendant des puissances extérieures, une alliance guidée par le Burkina Faso a soudain inversé la dynamique militaire en quelques dizaines d'heures. Au même moment, en Tsantouan, nombre d'analystes continuaient d'affirmer que sans l'appui des grandes armées mondiales, la région ne pourrait jamais se stabiliser seule. Pourtant, Ibrahim Traoré est apparu comme une exception renversant les hypothèses dominantes. Il a montré qu'un champ de bataille pouvait être redéfini de l'intérieur, par ceux qui vivent sur ces terres brûlées par le vent. Alors quand un jeune général déclare « Nous définissons notre propre champ de bataille », de quel avenir parle-t-il vraiment pour le Sahel et pour le reste du monde? L'histoire de l'opération Tindiban dépasse largement quelques titres de presse ou un Ibrahim Traoré interview isolé qui ferait le tour des réseaux avant d'être oublié. C'est un test grandeur nature. Une région longtemps enfermée dans le prisme de l'ingérence peut-elle réécrire ses propres règles de sécurité? Cette approche montre comment l'alliance Burkina Faso, Mali, Niger, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, a utilisé un réseau technologique local et une coordination régionale serrée pour renverser un adversaire jugé imprenable. L'enjeu pour le spectateur est clair. Comprendre comment une opération de moins de 48 heures a forcé les experts à réévaluer leurs certitudes et pourquoi les pertes civiles exceptionnellement basses bouleversent les standards habituels. Mais c'est aussi saisir le risque. Si cette voie échoue, le Sahel pourrait replonger dans un cycle de dépendance. Avant d'entrer dans le détail, 2 chiffres doivent être posés d'emblée. Moins c'est de 4 d'opération, plus de 120 positions ennemies, neutralisées sur près de 6 km, avec un taux de perte civile inférieur à 3%. Ces données, liées à la coordination entre Ibrahim Traoré et l'Alliance des États du Sahel, s'opposent frontalement aux campagnes longues, coûteuses et meurtrières, autrefois menées par des forces étrangères dans la région. Pendant des décennies, le Sahel a servi de laboratoire pour des doctrines importées. Malgré cela, les villages demeuraient en ruine et l'insécurité persistait. La région n'était pas perçue comme un acteur, mais comme un vide stratégique. C'est dans ce contexte qu'est née l'Alliance Burkina Faso, Mali, Niger, avec un message simple. Le terrain n'appartient à ceux qui y vivent, à ceux qui passent à des états-majors éloignés. Le récit plonge ensuite dans une pièce quasi vide de Ouagadougou, éclairée par une ampoule faible. Ibrahim Traoré, entouré d'officiers, marqués par les revers du passé, n'a prononcé qu'une seule phrase. Si nous pouvons partager la douleur, nous pouvons partager le commandement. Pas de discours, pas de slogan, juste un basculement mental. Les effets se font sentir dès les premiers jours. Les procédures dépendantes d'experts étrangers sont remplacées par des décisions locales. Les communications passent sur des réseaux conçus par des ingénieurs de la région. Les drones assemblés à Niamey et Bamako effectuent leur premier vol. Plus qu'un gain militaire, c'est l'affirmation d'une souveraineté nouvelle. Vient alors le moment où tout bascule. Dans la nuit du 2 octobre 2025, le Sahel n'était qu'un vaste silence ponctué par le vent du désert. Pourtant, sous la surface, une mécanique locale entièrement repensée venait de s'enclencher. Contrairement aux opérations étrangères, traditionnellement étalées sur des mois, le Burkina Faso, le Mali et le Niger avaient réussi quelque chose de rare. Une décision, une planification et une mobilisation presque simultanée. L'ordre donné par Ibrahim Traoré n'avait rien de commun avec les précédents. Aucune dépendance logistique extérieure, aucune validation technique venue d'une capitale lointaine. La consigne était brutale mais claire. Baser chaque mouvement sur la connaissance locale du terrain. Pendant les heures suivantes, dans des postes sans climatisation, avec des câbles apparents et des moniteurs tremblants, les opérateurs sahéliens analysent les flux radio,
repère les fréquences dominantes, trace les couloirs utilisés par les motos ennemies. Ce n'est pas une scène de haute technologie occidentale, mais c'est la réalité du terrain, façonnée par ceux qui y vivent. Et pourtant, ces données deviennent la clé d'un renversement majeur. Arrive ensuite l'ascension brutale du 4 octobre. À 4h30 du matin, lorsque les premiers drones s'élèvent, ils n'annoncent pas seulement le début d'une offensive, ils signent la mort d'un dogme. Produits à Niamey, testés à Bamako, parfois tremblants, parfois lents, ils fonctionnent. Et surtout, ils appartiennent aux Sahéliens. Quelques minutes plus tard, les frappes commencent. Elles ne visent pas le spectacle, mais la structure. Les motos qui servent de veine de déplacement, les dépôts de carburant qui alimentent toute la mécanique ennemie, les tentes de commandement qui en forment l'esprit. En éliminant ces 3 points vitaux, l'Alliance coupe simultanément mobilité, endurance et coordination. L'ennemi, habitué à composer avec des forces étrangères lentes et prévisibles, s'effondre devant une rapidité qu'il n'avait jamais rencontrée. Les ondes de choc, après la victoire, donnent une impression presque irréelle. Les lignes radio adverses s'effondrent, les patrouilles se dispersent, les positions tombent en cascade. Les observateurs internationaux en poste à Bamako et Niamey n'en reviennent pas. Ce qu'ils voient ressemble à une campagne occidentale de haute technologie, mais exécutée avec des moyens locaux, par une chaîne de décision locale. Cette rapidité crée une onde de choc politique. Si une opération d'une telle ampleur peut être menée sans soutien extérieur, alors l'une des principales justifications de l'ingérence s'évapore. Le Sahel vient de refermer un chapitre que beaucoup croyaient permanent. Les chiffres prennent alors une signification plus profonde. Sur un terrain aussi vaste, neutraliser 120 positions n'est pas une simple statistique, c'est une démonstration de maîtrise du temps et de l'espace. Une coalition internationale aurait mis des semaines à sécuriser une zone comparable. Ici, 2 jours suffisent, sans flottille étrangère, sans blindés importés, sans consultation interminable. Le Sahel impose pour la première fois son propre rythme. Le taux de perte civile inférieur à 3% mérite lui aussi un éclairage particulier. Dans un environnement où villages, campements et routes se mêlent de manière chaotique, un tel résultat relève presque de l'exception. La raison est simple. La cartographie sahélienne n'est pas abstraite. Elle est vécue. Chaque dune, chaque ravin, chaque sentier a été parcouru par les soldats qui y ont grandi. Là où les forces étrangères avançaient avec prudence, le Sahel avance avec intimité. Le temps de réaction, réduit à seulement 72 heures, devient la rupture stratégique la plus marquante. Les armées étrangères mettent généralement plusieurs semaines pour déployer un dispositif équivalent. Ici, la chaîne de décision est rapide, compacte, homogène. L'équation devient claire. Plus l'action est locale, plus elle est rapide. Plus elle est rapide, moins elle coûte. Moins elle coûte, plus elle réussit. Ibrahim Traoré transforma ainsi le Sahel en acteur stratégique plutôt qu'en bénéficiaire d'aide. À ce stade, certaines objections apparaissent. Quelques voix craignent que le succès de Tindiba ne renforce un pouvoir trop centralisé. Pour elles, une victoire militaire pourrait devenir une justification pour réduire le pluralisme et renforcer une culture sécuritaire. Le risque existe, et personne au sein de l'AES ne le nie. D'autres évoquent les fissures politiques internes entre Burkina Faso, Mali et Niger. 3 pays, 3 trajectoires, 3 mémoires difficiles. Une alliance militaire n'assure pas une entente politique durable. La réponse repose sur un constat simple. L'ancien modèle a échoué. Pendant 20 ans, le Sahel a appliqué des stratégies venues d'ailleurs, missions internationales, forces expéditionnaires, programmes de stabilisation. Les résultats ont été décevants. Insécurité persistante, dépendance structurelle, population épuisée. Ibrahim Traoré ne promet pas l'infaillibilité. Il propose une alternative réaliste à un cycle qui ne fonctionnait plus. Dans un contexte d'échec généralisé, refuser une solution locale par peur des imperfections revient à condamner la région
à l'immobilisme. Un basculement culturel apparaît lorsque les drones co-fabriqués localement survolent pour la première fois le Sahel. Il ne s'agit plus d'un simple test technique, mais d'un symbole. Pendant longtemps, la région n'a été que terrain d'essai pour des équipements importés. Cette fois, les outils se sont conçus par des ingénieurs sahéliens, pour des besoins sahéliens. Ce changement ouvre la possibilité d'une industrie locale, pas seulement militaire mais aussi civile, technologique, agricole et énergétique. Ibrahim Traoré devient le catalyseur d'une mutation qui dépasse le cadre strictement militaire. Ce qui fonctionne pour le Sahel devient plus important que ce qui impressionne le monde. Cette idée change tout, car elle ouvre une voie vers une forme de souveraineté technologique qui n'était même pas envisagée il y a quelques années. L'opération Tendiban n'est plus seulement une victoire militaire, mais la naissance d'une confiance nouvelle dans les capacités locales. Les conséquences se manifestent à plusieurs niveaux. Dans les villages, on voit les marchés reprendre vie. Les habitants reviennent, parfois par groupes entiers, pour reconstruire ce qui avait été abandonné. Les écoles et écoles improvisées réapparaissent sous des bâches tendues. Le simple fait que les routes soient de nouveau praticables suffit à redonner souffle à une économie que l'on croyait définitivement brisée. La normalité revient par fragments, et même si elle est fragile, elle existe enfin. Sur le plan économique, la sécurité regagnée provoque un effet immédiat. Depuis des années, les producteurs vivaient encerclés par la peur, paralysés dans leurs déplacements. Le simple fait de pouvoir à nouveau circuler change la donne. Les camions reprennent les routes, les échanges réapparaissent, les coopératives agricoles se remettent à fonctionner. Les zones autrefois marquées en rouge sur les cartes internationales redeviennent éligibles aux projets locaux. La paix, même imparfaite, agit toujours comme un multiplicateur. Les répercussions politiques ne tardent pas non plus. L'alliance des États du Sahel, autrefois perçue comme fragile, gagne en crédibilité. Certains partenaires extérieurs, qui adoptaient la veille encore un ton moralisateur, optent soudain pour un langage plus prudent. Les discussions bilatérales se multiplient. Le nom d'Ibrahim Traoré revient régulièrement dans les analyses internationales non plus comme celui d'un dissident, mais comme celui d'un acteur central de la recomposition régionale. La dimension géopolitique évolue également. Le Sahel cesse d'être seulement une zone à sécuriser pour devenir une région capable de se sécuriser elle-même. Cette inversion du regard force une remise en question des doctrines qui dominaient jusqu'alors. L'idée que le continent africain doit attendre la validation, la technologie ou la logistique extérieure pour agir perd soudain de sa force. La démonstration venue du Sahel impose une autre possibilité. Pour comprendre ce que cette transformation signifie pour ceux qui observent le Sahel depuis l'extérieur, il faut aussi examiner la manière dont cette histoire reflète les espoirs et les limites des populations locales. Dans beaucoup de capitales étrangères, le Sahel est une abstraction, une zone de crise, une ligne de front lointaine. Pourtant, derrière les statistiques et les cartes se trouvent des millions de personnes cherchant simplement un retour à la dignité. La victoire de Tindiban révèle que cette dignité peut revenir dès lors qu'une population se sent maîtresse de son destin. Pour les jeunes, l'impact est encore plus frappant. Voir des ingénieurs assembler des drones dans des ateliers locaux change la perception de ce qui est possible. L'innovation n'est plus une exclusivité des grandes puissances. Elle devient une option concrète, proche, imaginable. Même ceux qui se montrent critiques envers Ibrahim Traoré ne peuvent ignorer que sa démarche oblige le monde à considérer le Sahel d'un œil nouveau. La transformation durable de la région repose sur une feuille de route articulée autour de 5 axes complémentaires. Or, le premier consiste à renforcer les académies militaires communes, car aucune souveraineté ne peut survivre sans une génération formée à penser et agir de manière autonome. Le second vise à convertir les anciens champs de bataille en couloirs agricoles. Là où les bombes ont creusé des cicatrices, il faut désormais faire pousser la vie. Cette démarche n'est pas seulement économique, elle est psychologique et symbolique.
Le troisième axe porte sur l'autonomie technologique. L'objectif est de développer un écosystème local pour les drones, la communication et l'observation. L'enjeu n'est pas de rivaliser avec les grandes puissances, mais de créer une capacité adaptée au territoire et à ses besoins. Le quatrième axe concerne les échanges civils et culturels. Aucune alliance militaire ne tient si les populations ne créent pas de liens. Les marchés, les routes, les radios, les écoles, tout ce qui rassemble doit être encouragé. Enfin, le cinquième axe prévoit l'instauration d'un conseil permanent de l'Alliance. Cet organe a pour mission de coordonner la diplomatie, les infrastructures, la sécurité et la gestion des crises. Il doit constituer la colonne vertébrale institutionnelle, garantissant que la victoire militaire ne se dissipe pas dans la fragmentation politique. Dans l'ensemble de cette vision, Ibrahim Traoré apparaît comme une figure centrale, mais non solitaire. L'objectif n'est pas d'ériger un modèle dépendant d'un seul homme, mais de poser les bases d'une architecture durable. Quelques semaines après les combats, une scène devient emblématique. Ibrahim Traoré retourne sur les lieux de la bataille. Le désert a retrouvé son silence, mais l'air semble différent. Il s'agenouille, pose sa main dans le sable chaud et murmure « Le lion se souvient ». Cette phrase, filmée par un simple téléphone portable, circule rapidement et devient un symbole. Ce n'est pas la glorification d'un individu. C'est la reconnaissance d'une mémoire collective, celle d'un peuple qui se souvient de ses défaites, de ses abandons, mais aussi de sa capacité à se relever. Le Sahel n'a pas seulement remporté une bataille, il a restauré une part de sa dignité. L'image d'un général recouvert de poussière, debout aux côtés d'un enfant tenant un drapeau, incarne un renouveau. La mémoire cesse d'être un poids, elle devient un appui pour l'avenir. Pour certains observateurs lointains, Tindiban restera un épisode parmi d'autres dans les chroniques internationales. Pour ceux qui ont vécu la peur, le déplacement, la perte et puis la libération, c'est un moment fondateur. La question dépasse largement les frontières africaines. Qui définit le chemin d'un peuple? Est-ce lui-même ou quelqu'un d'autre? L'histoire du Sahel n'est pas seulement un récit géopolitique. C'est une invitation à réfléchir à la souveraineté, à l'action et à la construction de son propre destin. Rien dans ce récit n'exige du spectateur qu'il adopte ou rejette la vision d'Ibrahim Traoré. Mais si une région longtemps considérée comme marginale peut affirmer « nous choisissons notre terrain », alors chacun peut se demander « qui trace silencieusement mes propres limites ? Et quand déciderai-je de les redéfinir ?»